Bonjour Philippe Gratton, moi ça faisait longtemps que je n'avais plus lu un Michel Vaillant, j'étais très content de redécouvrir cet univers, et je me demandais quel âge il a Michel Vaillant. L'âge des héros, il est impossible de répondre à cette question évidemment puisque en fait Michel Vaillant il a été créé en 1957 par mon père déjà à l'époque et je pense qu'il devait avoir dans sa première aventure le grand défi quelque chose comme 18 ans ou un truc comme ça, donc faut pas faire le calcul. Faut pas faire le calcul parce que ça tiendrait pas la route. Michel Vaillant, il a quand même couru contre Fangio, Jean Bérat, Jacques X, et puis maintenant il court contre les pilotes actuels. Donc c'est le miracle des. C'est pas la médecine longévitale, enfin pas seulement. C'est le miracle des héros de bande dessinée. Et comment est-ce qu'on fait pour faire tenir la route à Michel Vaillant finalement, parce que c'est la 73e aventure. Ben on a deux grandes chances avec ce personnage. Trois, si je dois commencer par dire que c'est un super personnage. Quand mon père l'a créé, c'était une très très bonne idée. Il lui a donné un environnement et des qualités qui ont fait qu'il a traversé toutes les époques. Et c'est très drôle ça, parce que lorsque en 1957 les dessins de mon père dans le journal Tintin plaisent et que le rédacteur en chef et l'éditeur lui disent bon ben maintenant vous pouvez créer votre propre série et choisir un héros, qu'est-ce que vous allez faire? Et mon père a tout de suite dit un pilote de course. Et les autres lui ont dit non mais ça c'est une très mauvaise idée parce qu'il va faire 3 courses et après ce sera fini et ça n'a aucun avenir. C'est chouette d'en parler aujourd'hui, presque 60 ans après, avec des albums qui plaisent toujours. Donc pourquoi est-ce que Michel Vaillant traverse les âges et pourquoi est-ce qu'il tient la route comme ça? Ben, je pense que d'une part il y a les qualités intrinsèques du héros, d'autre part il y a le fait qu'il n'est pas seul, il est entouré d'une famille. Et c'est très rare en bande dessinée, un héros qui a son père, son frère, son épouse, voilà, il y a toute une famille autour de Michel Vaillant dont tous les membres, hommes ou femmes, ont un vrai rôle actif dans la bande dessinée. Et donc, ça aussi, je pense que c'est un des éléments qui font que ça traverse les époques et qui rendent les scénarios beaucoup plus riches. Et le troisième point, c'est le monde de l'automobile. C'est pas un héros qui a été figé dans une époque comme Astérix ou Blake et Mortimer. C'est un héros qui suit l'évolution d'un monde, celui de l'automobile, de technique, de sport, de technologie, qui est sans cesse évolutif. Et avec lequel, justement, aujourd'hui, il se passe plein de choses passionnantes. La voiture doit se réinventer, la place de la voiture dans la société, les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, les enjeux même géostratégiques que ces nouvelles énergies amènent. Donc on est dans un véritable Far West, on ne sait pas ce qui va se passer, et ancrer Michel Vaillant dans cette nouvelle réalité, c'est passionnant. Ouais, c'est incroyable parce que, enfin moi j'ai reçu l'album, c'est ma maman qui m'a dit oh Michel Vaillant, tu me le passeras après, avec 50 ans d'écart. Oui. Par rapport à la première lecture qu'elle avait. Ça réunit vraiment tous les publics, même le jeune maintenant, il est attiré par Michel Vaillant. C'est fédérer une grande famille, une autre grande famille qui cette fois n'est plus celle de la bande dessinée, mais qui est celle des gens réels qui ont été nourris de ces aventures. C'est assez incroyable pour un auteur, non? Mais je pense que c'est une des raisons aussi de la longévité de cette série, c'est que quand on rentre dans les aventures de Michel Vaillant, on rentre dans une famille. Et on est adopté par une famille. Et c'est vrai que on y tient et on a envie de la suivre et de continuer à vivre ses aventures avec elle. C'est très très différent, je pense, des autres bandes dessinées pour ça. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que d'un point de vue scénaristique, je vous parlais de tout ce qui se passe dans l'automobile, le fait de jongler avec 3 générations de Vaillant, puisqu'il y a le père Vaillant, le patriarche qui a créé la marque Vaillante, puis il y a ses enfants, Jean-Pierre et Michel, et leurs épouses et les filles qui gravitent autour. Et puis il y a maintenant cette 3e génération avec le fils de Michel Vaillant qui est un petit génie de la pile à hydrogène. Avec chacune de ces générations, on peut incarner une philosophie de l'automobile. Le père Vaillant, par exemple, le patriarche, il ne veut pas entendre parler d'électrique ou de nouvelles technologies. Ils sont en train, dans l'album, de lui faire un vélo à assistance électrique pour essayer de le convaincre, parce que comme c'est un cycliste passionné, ils se disent que comme ça, ils vont peut-être lui faire découvrir qu'en fait, l'électrique a peut-être un intérêt. Donc, en fait, si ça plaît à plusieurs générations, cette bande dessinée, c'est aussi parce que elle parle à plusieurs générations et parce qu'il y a une incarnation dans chacune de ces générations de ce que chacun en pense, et c'est pas
on pense pas tous la même chose de ce que chacun on pense de ce que doit être la place de l'automobile, de la façon de l'aimer ou pas, d'être intéressé par les nouvelles technologies ou pas. Dans ce troisième tome, vous mettez un peu à mal cette famille avec Françoise qui commence à être suspicieuse et d'ailleurs le titre Liaison dangereuse, bon, qui englobe un double sens. Un double sens. C'est la qualité des bons titres. J'espère que je suis ravi que ce soit perçu. On appelle liaison en rallye une étape entre deux étapes chronométrées. C'est un parcours de liaison. Et c'est vrai qu'il arrive des choses dangereuses à Michel. Oui, Françoise devient suspicieuse, mais peut-être qu'elle voit plus vite que Michel, ce qui risque d'arriver. Les femmes ont souvent ces intuitions-là avant les hommes qui sont peut-être un peu plus bourrins sur le plan des subtilités, on va dire, de la vie affective, qui n'ont pas forcément la même sensibilité ou la même intuition. Et oui, mais Michel Vaillant est confronté à des choses auxquelles tout le monde peut être confronté, et je pense que c'est la grande différence entre la nouvelle saison de Michel Vaillant et la première, c'est que dans la première saison, Michel Vaillant était caractéristique des héros créés dans les années 50, c'était des héros sans peur et sans reproche, et sans faille, et sans défaut, et sans faiblesse. D'ailleurs, il s'appelait Marc Dacier, Guy Leclerc, Michel Vaillant, enfin c'était des noms, voilà. Et quand ils avaient des ennuis, parce que en fait, une aventure, c'est raconter comment on va se dépasser des obstacles ou comment on va se sortir de mauvaises situations ou réaliser ses rêves ou ces choses-là. Quand ils avaient des ennuis, c'était toujours la faute des méchants. C'est-à-dire qu'il y avait des méchants avec des terribles gueules de méchants, d'ailleurs, on les identifiait tout de suite, qui s'en prenaient au héros qui, lui, n'avait rien à se reprocher. Et le héros, d'ailleurs, il était tellement fort qu'il finissait par triompher de ces méchants. Dans la réalité, c'est pas ça. Et le public a évolué. Et le lecteur, comme le public de cinéma, comme le public même de télé, est plus intelligent aujourd'hui qu'à l'époque. Je veux dire, quand je dis plus intelligent, je veux dire, il a une plus grande intelligence de tout ce qui peut se passer dans la tête d'un héros. Et on ne peut plus lui raconter qu'un héros n'a pas de faiblesse. On ne peut plus dire qu'il n'est jamais soumis au doute ou à ces choses-là. Regardez, même James Bond a évolué, alors que c'était vraiment l'archétype du héros sans peur et sans reproche. Et en gagnant en réalisme, on gagne en crédibilité et on gagne en profondeur. Soumettre Michel Vaillant à des doutes vis-à-vis de sa famille, à des tentations ou à d'autres choses, c'est le rapprocher aussi du vrai monde et de ses lecteurs. Autre personnage emblématique de ce troisième tome, c'est Henri Vaillant qui incarne cette figure du patriarche, comme il a toujours incarné, mais qui à côté de ça est un peu en rupture avec ce que font ses fils de son entreprise, avec l'électricité, contre laquelle il est radicalement contre. Mais à côté de ça, c'est lui qui va permettre une porte de sortie à son petit-fils. Et finalement, il va se laisser convaincre aussi un petit peu par le vélo, même s'il va... Même s'il va jamais l'admettre. C'est un personnage très très intéressant scénaristiquement, le père Vaillant, parce que c'est vraiment le patriarche, c'est lui qui a fondé la marque et c'est lui qui incarne les valeurs profondes de Vaillant, du sport automobile et de l'automobile, on va dire, à l'ancienne, ou de cette époque de l'automobile dont on est presque tous nostalgiques parce que c'était un âge d'or en automobile, comme en sport automobile, comme en design automobile, voilà. Et c'est vrai qu'il est confronté à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que lui disent ses enfants, et notamment Jean-Pierre qui dirige la marque Vaillant aujourd'hui. Et il se passe chez Vaillant ce qui se passe dans le vrai monde de l'automobile, c'est-à-dire, par exemple, regardez, il y a plein de marques automobiles qui avaient dit que jamais ils toucheraient à l'électrique parce qu'on ne savait pas d'ailleurs si c'était une solution d'avenir ou pas, c'est toujours le cas, et puis qui ont dû s'y mettre quand même parce que sinon elles allaient perdre des parts de marché.
Regardez BMW qui était parti à fond sur l'hydrogène, qui me semble d'ailleurs une solution bien plus intéressante que l'électrique, et puis qui finalement s'est mis à l'électrique. Donc Jean-Pierre, il est confronté à cette réalité-là. Il est à la tête d'une marque automobile française de prestige. Il veut garder son rang, il veut continuer à vendre des voitures, il veut aussi continuer à garder son prestige. Donc quand il parle d'électrique, lui, c'est tout de suite battre le record du monde de vitesse en véhicule électrique. Il y arrive d'ailleurs dans Voltage, mais il s'oppose évidemment au père Vaillant. Alors le père Vaillant, comment essayer de le convaincre, puisque c'est vraiment une tête de mule? Eh bien, peut-être par le vélo, puisque le patron de Vaillant se déplace toujours à vélo. C'est un running gag d'ailleurs depuis, je crois, presque 50 ans dans les aventures de Michel Vaillant. Et bien là, ses fils lui concoctent un vélo à assistance électrique en s'inspirant du Vélix, qui est un vrai vélo qui existe, qui a été inventé par Jean-Pierre Lecoux, qui est un ancien de la Formule 1, et qui a créé un vélo électrique high-tech, super performant, et qui, dans l'album, devient le vélo Vaillant. D'ailleurs, Formule 1, il n'y a pas encore de Formule 1 dans cet album. Ça va bientôt revenir. Non, il n'y a pas encore de Formule 1 parce que un de mes grands axes pour cette nouvelle saison de Michel Vaillant, c'était de revenir à quelque chose de réaliste. Que serait Vaillant aujourd'hui? Vous connaissez encore beaucoup de marques automobiles françaises, familiales, qui seraient à la fois champion du monde des rallyes, champion du monde de F1, qui sortiraient les plus belles voitures du monde. Non, ça n'existe pas. Vaillant serait sérieusement en difficulté et devrait certainement trouver de nouveaux challenges et se réinventer. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'en dehors de ce réalisme, moi en tant que scénariste, c'était très très difficile d'arriver à une époque où Michel Vaillant avait à peu près tout fait et tout gagné et était le maître du monde. C'est-à-dire que si vous regardez les débuts de Michel Vaillant, le grand défi, le pilote sans visage et tout ça, c'est David contre Goliath. C'est un constructeur qui fabrique ses propres voitures. Il est aidé par un de ses fils qui est ingénieur, il est aidé par l'autre fils qui est pilote, et ces bricoleurs, si on va dire, partent défier les États-Unis et gagnent. Voilà. Il y avait un souffle, il y avait vraiment ce côté David contre Goliath qui faisait qu'on vibrait pour eux, on avait peur pour eux et on avait envie de gagner avec eux parce que c'était une histoire de rêve, c'était extraordinaire. Et puis après, Michel Vaillant, il gagne d'autres courses, Vaillant gagne d'autres championnats, et puis il gagne Le Mans, et puis il gagne un championnat du monde de Formule 1, et puis il regagne Le Mans, et puis il regagne des championnats du monde de Formule 1, et où est le danger? Je veux dire, après, les usines Vaillant, chaque fois qu'elles sont dessinées dans les albums, elles sont de plus en plus grandes. Où est le danger? Où est-ce qu'on tremble pour les héros? Où est l'aventure? C'est quoi le nouveau grand défi? Et bien, c'était ça, hein, une des raisons de redémarrer avec une nouvelle saison, c'était de remettre Vaillant à sa place extrêmement fragile à laquelle elle devrait se trouver aujourd'hui. Il n'est plus question de F1, il est question d'essayer de survivre en sport automobile et de relever des nouveaux défis qui sont très très réalistes et très très ancrés dans l'actualité du sport automobile. Et le défi passe par un rallye en Suisse, dans le Valais. Comment ça s'est passé? Là aussi, ça change beaucoup. D'abord, tout le monde avait envie que Michel Vaillant retourne en rallye parce que ça faisait très très longtemps qu'il n'en avait plus fait. Et puis, c'était une façon aussi pour Denis Lapierre, avec qui j'écris les scénarios, et pour moi, d'ancrer Michel Vaillant et d'ancrer surtout Vaillant dans la réalité du sport automobile aujourd'hui. Alors, où en serait Vaillant? Vaillant ne serait pas à la tête du championnat du monde des rallyes. Vaillant essaye, dans un rallye du championnat européen, bon, on choisit le plus spectaculaire évidemment et le plus difficile, qui est le rallye du Valais, parce que non seulement les décors sont magnifiques, mais en plus dans les mêmes spéciales, parfois les pilotes sont confrontés à du bitume, de la terre, de la glace, avec tous les choix de pilotage de pneumatiques et tout que ça peut imaginer. Donc on amène Vaillant non pas à la tête du championnat du monde, mais dans une épreuve du championnat d'Europe des rallyes, et non pas pour remporter le championnat d'Europe des rallyes, mais uniquement pour vendre une voiture. C'est-à-dire que Vaillant là est vraiment ancré dans la réalité économique d'une marque automobile aujourd'hui. Ils doivent survivre
et pour survivre, ils doivent vendre des voitures de rallye à des clients, c'est-à-dire des teams qui vont courir en rallye et qui vont décider, plutôt que d'acheter une Peugeot ou une Subaru ou autre chose, d'acheter une Vaillante. Et donc, pour que ça marche, il faut montrer cette voiture, il la dévoile dans cette course-là, et il y a une seule course, un seul rallye, et il faut gagner. Donc on met Michel Vaillant au volant, et on dit, voilà, cette voiture, elle n'a jamais couru, tu vas aller te battre contre les meilleurs pilotes qu'il y a actuellement dans le championnat européen des rallyes, et tu as un rallye pour arriver en tête et pour montrer que cette voiture est la meilleure. Et voilà, c'est pas dit que cette voiture est la meilleure, et Michel Vaillant s'est pas dit qu'il va être confronté qu'à des problèmes de pneumatique ou de revêtement. Avec 2 Vaillantes qui sont pilotées par 2 tandems, hommes-femmes. Oui. Mixité. Oui, c'est juste. Oh, c'est pas, il n'y a pas de quota dans Michel Vaillant, mais en revanche, la place des femmes dans le sport automobile, dans les aventures de bande dessinée, et pour moi doit être conforme à celles qu'elles ont dans nos vies. Et ça doit plus être juste des James Bond Girl ou des filles. Et il y a un vrai rôle actif, et ça amène beaucoup de subtilité, ça amène beaucoup d'intelligence, ça amène aussi parfois des défis ou des conflits ou des tentations auxquels dans la réalité les pilotes de course sont souvent soumis, mais dans Michel Vaillant on en parlait peu. Double tandem aussi derrière cet album. Un duo au scénario. Oui. Un duo au dessin. Exact. Oui, dans les 2 Vaillantes, les 2 équipages qui courent le rallye, d'un côté il y a Michel Vaillant avec Carole Ouessant, qui est cette journaliste que Jean-Michel Vaillant a décidé de lui adjoindre pour des questions médiatiques, ce qui n'est pas évidemment du goût de Françoise, et on va voir qu'elle a peut-être raison de se méfier. Et puis dans l'autre Vaillante, il y a Margot Lafitte, vraie pilote. C'est drôle parce que c'est la fille de Jacques Lafitte qui avait lui-même fait des apparitions dans les aventures de Michel Vaillant dans les années 70. Il y a Margot Lafitte et comme copilote, un vrai copilote belge qui est Jean-Louis Hotelet, et qui est quelqu'un qu'on a mis dans la BD parce que c'est un des meilleurs copilotes de rallye qu'il y a en Belgique actuellement. Il connaît très très bien son affaire et il nous a beaucoup aidé dans les histoires de notes et du vrai rôle d'un copilote. Parce que, ça c'est important, comme toujours dans les aventures de Michel Vaillant, le lecteur découvre comment ça fonctionne dans les coulisses, et comment ça se passe un rallye, et quel est le vrai rôle d'un copilote. Et c'est quoi ces termes cabalistiques qu'il hurle aux pilotes tout au long des spéciales. Mais voilà, là c'est intégré à l'action, mais en même temps c'est expliqué, on le comprend, et on apprend des choses. Alors oui, pour répondre à votre question, pour l'autre duo, c'est le duo côté création, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 2 équipages, il y a la voiture scénario, et ça c'est Denis Lapierre et moi, et il y a la voiture dessin, et ça c'est Marc Bourgne et Benjamin Benetto. Et c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où il y avait un seul auteur pour les aventures de Michel Vaillant qui faisait tout. Je me souviens qu'à l'époque, mon père faisait scénario, lettrage, dessin. Ah si, ma mère faisait les coloriages. Voilà. Mais bon, maintenant, je pense que personne n'a jamais pu remplacer ça. Maintenant, on est dans une toute autre méthode de travail. 2 scénaristes, pour moi, c'est indispensable pour la qualité des scénarios, surtout compte tenu de la profusion de choses qu'on met dans les scénarios maintenant, des enjeux scénaristiques, mais aussi sur le plan des nouvelles technologies, de la course, de toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus riche, le sport automobile aujourd'hui, qu'avant. C'est beaucoup plus complexe aussi. Et sur le plan du dessin, eh bien, Marc Bourgne, qui était le dessinateur qui était le plus à même de reprendre Michel Vaillant et de se l'approprier en faisant non pas du Jean Graton, mais du très bon Michel Vaillant, du très bon Marc Bourgne, avait besoin pour les voitures et pour les décors d'un coup de main, et ça c'est Benjamin Benetto qui s'en charge. Et là vous allez voir pour l'album sur le rallye du Valais, avec les décors qu'il y a, eh bien c'était un vrai défi également. On parlait d'Henri Vaillant tantôt. Finalement, il y a un parallèle qu'on peut faire avec le regard que pose votre père sur ce que vous faites de son œuvre ? Ah, peut-être, sauf qu'il y a une relation de confiance qui est peut-être la même que chez les Vaillants. Le parallèle n'est pas idiot en fait, parce que la seule chose, parce qu'au départ on a quelqu'un qui a créé l'œuvre,
Et comme ça arrive très rarement en bande dessinée, dans le cas de Jean Graton, c'est quelqu'un qui a très vite dit, dès quand est-ce que j'ai commencé à écrire les scénarios, La piste de Jade, c'est 1994, qui à l'époque a tout de suite dit, mais surprends-moi, fais des choses que moi j'ai pas osé faire, ou des choses différentes. Et qui aujourd'hui a tout à fait adoubé Marc Bourgne pour les dessins, et toute l'équipe d'ailleurs, en disant allez-y, ce personnage peut faire d'autres choses, et il est ravi aujourd'hui de découvrir les nouvelles aventures de Michel Vaillant comme lecteur en fait, parce qu'il découvre l'histoire, même si je lui en parle en cours de réalisation, il la découvre terminée. Et ça, je trouve que c'est admirable, parce que d'abord, c'est vraiment très très important pour les auteurs actuels de savoir qu'il y a une vraie validation et un vrai soutien de la part du créateur de la série. Et puis, je trouve que c'est extrêmement rare en termes d'ego, chez un artiste, chez un créateur, d'accepter que son œuvre devienne autre chose que ce que lui-même avait fait. Et à partir du moment où il y a toujours cette qualité qui doit être là, dans les scénarios comme dans les dessins, lui, il est d'accord et il n'a pas de souci à être surpris ou à voir des choses que lui-même n'aurait jamais mises dans la bande dessinée. Et ça, par rapport à des comportements ou à des réactions comme ceux d'Hergé ou de tas d'autres auteurs de bande dessinée qui ont dit non, non, mon héros, c'est moi et après moi, il n'y aura plus d'aventure, je trouve que c'est une preuve d'ouverture d'esprit et comment dirais-je, oui, d'ouverture d'esprit qui est révélatrice. C'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant, c'est que le héros continue à vivre, c'est la création et la profusion des idées de la création, et c'est pas le fait que j'ai écrit un truc qui est tellement bon, qui doit être scellé dans le marbre et que personne d'autre pourra y toucher. Enfin, pour terminer cette interview, il n'y a jamais vraiment de fin, un album de Michel Vaillant. Il y a toujours ce suspense dans les dernières planches qui relance l'intérêt et qui, peut-être à contre-cœur du lecteur, le fait patienter jusqu'au prochain album. Bon, alors là, je voudrais rectifier un truc. On m'a dit, ouais, dans la nouvelle saison de Michel Vaillant, c'est comme une série télé, chaque épisode se termine sur une question dont on aura la réponse que dans le dernier album. Bah, d'abord, c'était déjà pas mal comme ça dans la première saison de Michel Vaillant. Ensuite, il y a plein de réponses qui sont apportées à la fin de chaque album. Il ne faut pas oublier qu'il y a une intrigue sur le plan du héros, ce à quoi il est confronté, sur le plan sportif, sur la firme Vaillante est soumise aussi à des choses, la famille Vaillante, le fils de Michel Vaillant. Donc il y a plein d'axes scénaristiques. Et à chaque fois, il y a des réponses et des conclusions qui sont amenées à chacune de ces intrigues. Et puis il y en a une ou deux qu'on laisse ouvertes, évidemment. C'est ce qui caractérise une série, que ce soit à la télé ou en bande dessinée. C'était déjà le cas à l'époque. C'est peut-être plus marqué aujourd'hui. Donc je pense que ce qui est frustrant, en revanche, c'est que on mette 1 an à avoir la suite. Et donc ça, c'est un vrai souci que Denis Lapierre, le scénariste, et moi, nous avons, et les deux dessinateurs aussi, Marc et Benjamin, c'est que le rythme de sortie devrait être un petit peu plus élevé. Il devrait, à mon avis, un album tous les 8 mois, c'est-à-dire en fait 3 albums tous les 2 ans, ce serait un bon rythme. Et déjà 1 an, c'est un rythme à grande vitesse quand même. Ah non, pour avoir la suite de son histoire, pour avoir l'épisode suivant, non, 1 an, c'est... Non, je pense que c'est... dans la création. Ah oui, mais c'est-à-dire que une aventure de Michel Vaillant demande beaucoup de travail, notamment de repérage, de documentation, et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une qui sort par an. Mais comme on a décidé comme l'équipe se rôde maintenant, on est un peu rodé, on arrive à travailler plus efficacement, et que surtout, j'ai écrit les synopsis des 6 premiers albums, donc on sait à peu près où on va, eh bien, on peut, à mon avis, passer la seconde et un petit peu augmenter le rythme. Eh bien, on sera content de découvrir ça. Merci beaucoup, Philippe Graton. Au plaisir.